Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la dernière fois, lors de la démolition du T2, nous nous étions quittés sur le retrait des huisseries d'origine simple vitrage dorme en bois. Eh bien, avant de commencer la reconstruction du T2 par le remplacement et la mise en place des nouvelles huisseries, eh bien, je pense que c'est important que tu aies quelques prérequis, quelques notions afin de comprendre ce que j'ai prévu de t'expliquer par la suite. Alors dans cette vidéo, eh bien, nous allons parler donc de la manière dont étaient posées les huisseries d'origine, mais aussi comment les enlever. Parce que tu as vu en timelapse rapidement comment c'était fait, mais je pense que tu n'as pas tout compris. Donc le but ici, eh bien, j'ai réalisé un PowerPoint et des schémas pour modéliser tout ça. Et le but étant bien évidemment de te donner des prérequis et de la terminologie pour que tu aies un bagage technique suffisant pour comprendre le propos de mes futures vidéos. Allez, c'est parti. Alors sans transition, on passe à la partie 1 concernant les schémas et la terminologie. Donc là, on se situe à l'extérieur et on regarde donc un mur d'immeuble avec une fenêtre, d'accord? Donc ici, on a le mur avec un enduit de finition, donc un ravalement de couleur jaune, jaune pâle, fréquemment utilisé pour des ravalements. Alors j'ai la chance avec mon logiciel de pouvoir mettre de la transparence sur les formes, donc ça te permet de voir ce qu'il y a derrière le mur, d'accord? Donc ici, on a le mur en briques rouges intérieures. Alors bien évidemment, je n'ai pas représenté, les briques partout, sinon ça aurait été complètement illisible et tu n'aurais plus rien vu. Eh bien, j'en ai mis que à certains endroits. À ce niveau-là, on a l'appui de fenêtre, symbolisé par la couleur grise. Ensuite, on a le dormant bois ou le châssis. Eh bien, c'est toute la partie, marron que tu vois ici, mais qui se prolonge, par transparence derrière, tu vois? C'est toute cette partie-là, là. Hop, voilà. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'ouvre en bois, c'est tout simplement la partie que toi tu ouvres pour aérer, par exemple, pour ouvrir ta fenêtre. Eh bien, elle se compose d'une partie en bois, symbolisée en orange. Alors, me demande pas pourquoi orange, c'est juste pour différencier pour toi, pour les couleurs, pour que ce soit plus simple à comprendre. Et tu as ta vitre. Voilà, simple vitrage. Alors là, je précise, on est sur les huisseries d'origine, hein. Ensuite, tu as les cornières métal, également réparties sur la hauteur de ton huisserie, mais aussi sur la partie haute. Tu vois? Donc j'en ai sur les parties latérales, donc j'en ai mis 4. Il peut en avoir 3, 4, 5. Après ça dépend en fait de ta hauteur, de dormant. Pour une porte-fenêtre, tu comprends bien qu'il y en aura plus que pour une fenêtre. Et là, j'en ai également sur la partie haute. Donc pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble une cornière métal, eh bien, c'est tout simplement une forme d'équerre comme ça, avec des trous, pré-percés ou pas. Et en fait, ça permet de venir, fixer entre elles 2 surfaces qui sont perpendiculaires entre elles. Donc notamment ici le mur en parpaing et le dormant dans son épaisseur. Ensuite, on a donc ce qu'on appelle les tapées persiennes. Alors la tapée persienne, en fait, c'est l'écart que tu as entre ton ouvrant et ton mur en parpaing. Alors c'est du coup c'est la partie du dormant qui dépasse. Et en fait, ça te permet quand tu as des persiennes, c'est-à-dire tu sais les volets qui se plient, qui se déplient sur eux-mêmes, eh bien ça te permet en fait quand tu les replies sur eux-mêmes de venir les loger sur cette partie-là là pour pas qu'ils empiètent finalement sur ton vitrage et que tu gardes plus de luminosité forcément. Ensuite, 2 notions qui sont importantes, on a le linteau. Et en fait, le linteau, c'est la distance que tu as entre ton plafond et le haut de ton dormant. Alors les puristes diraient que le linteau, eh bien en fait, c'est pas ça, parce que en fait, le linteau, c'est une partie de la partie haute. Tu as normalement ce qu'on appelle la retombée, le linteau. Moi, pour simplifier les choses, on va appeler cette partie le linteau, d'accord? À ce niveau-là, j'ai mon ciment de fixation qu'on retrouve ici. Alors c'est ce ciment que tu me vois enlever et qui permet en fait de solidariser tes cornières, donc d'une part de noyer tes cornières et de les solidariser donc avec ton mur en parpaing et ton dorme en bois. Et pour finir, on a l'allège à ce niveau-là, d'accord? Et en fait l'allège c'est la hauteur que tu as entre le bas de ton dormant et ton sol. Voilà. Donc ensuite on passe à la diapo suivante.
Donc cette diapositive, eh bien, on va parler de vue en coupe. Alors pour ceux qui ne savent pas et qui sont pas trop familiers avec ça, une vue en coupe, dans le dessin technique ou le dessin industriel, c'est en fait une vue qui te permet de voir ce qui se passe, à un endroit précis et notamment, de voir ce qui se passe sur la ligne ici. C'est comme si tu venais, tout simplement de découper une tranche de pain et tu regardes ce qu'il y a dessus, d'accord? Donc là, les flèches t'indiquent le sens dans lequel tu regardes. Et ici, en fait, en général, comme tu as deux flèches, eh bien, on note des lettres pour se repérer. Parce que là, il n'y a qu'une seule vue en coupe. Mais sur certains schémas, tu peux en avoir des dizaines. Donc, voilà la vue en coupe A', d'accord? Donc, à ce niveau-là, tu vois que j'ai mis des deux traits. C'est juste pour dire que, en fait, j'ai coupé cette partie-là au niveau du milieu de la vitre enfin du milieu de la fenêtre, parce qu'il y a rien d'intéressant à expliquer sur cette partie-là. Donc on continue. Donc là, j'ai mon mur en parpaing, d'accord? Qui est symbolisé en gris ici. Ensuite, j'ai toujours mon enduit de finition extérieure de couleur jaune pâle. Tu retrouves mon mur en briques rouges. Alors ici, donc tu as deux parties cimentées. Tout à l'heure, je t'ai parlé de cette partie cimentée qui servait à rigidifier tes cornières avec ton dormant et ton mur en parpaing, d'accord? Mais tu as à ce niveau-là, eh bien, encore du ciment, que là je n'ai pas représenté ici. Tu as encore un peu une partie ciment, et c'est d'ailleurs cette partie que moi je viens meuler à la meuleuse pour essayer de la casser par l'extérieur, d'accord? Et en fait, ce ciment, eh bien, il te sert à faire l'étanchéité, vu que tu vois ton dormant est décalé par rapport à ton mur en parpaing, là tu as de l'air qui passe. Donc là, le ciment, il te sert à faire ton étanchéité, mais aussi il te sert de support pour pouvoir mettre ton enduit de finition. D'accord? Donc pareil de l'autre côté, hein. Ensuite, on retrouve les cornières métal, donc qui sont noyées dans cette masse de ciment et qui permettent, alors comme je te l'expliquais tout à l'heure, pour ceux qui savent pas ce que c'est des cornières, tu vois bien que là, mon dormant, pardon, dans son épaisseur est perpendiculaire, donc cette surface-là est perpendiculaire à celle-là. Donc ma cornière permet tout simplement avec le retour d'angle ici, eh bien, de fixer les deux ensemble. D'accord? Alors bien évidemment, ça c'est un schéma qui est très simpliste, d'accord? Et j'ai oublié beaucoup de détails. Notamment, là j'ai fait arriver ma brique rouge sur mon dormant bois. Normalement, ta brique rouge doit être décalée de quelques millimètres par rapport à ton dormant, puisqu'après tu as ta couche de plâtre. Et entre les deux, pour faire la finition, eh bien tu mets un champ plat. Donc maintenant, on passe à la diapo suivante. Alors diapo dans laquelle, eh bien, on fait également une coupe, mais cette fois une coupe verticale, d'accord? On va regarder ce qui se passe sur la coupe BB' à l'endroit où il y a mon trait en pointillé, d'accord? Donc moi ce que je vois sur la coupe BB', eh bien c'est tout simplement, cette fois je vois mon mur en parpaing, d'accord? Je vois également mon enduit de finition, toujours en jaune pâle. Alors là tu vois que sur la partie haute, eh bien il revient l'enduit de finition. Je vois toujours mon ciment, enfin mes deux types de ciment, donc mon ciment support et mon ciment de rigidité. À ce niveau-là, on va les appeler comme ça. J'ai mon dormant bois toujours symbolisé en marron, mon ouvrant en orange et mon mur de briques rouges. Donc là, c'est la partie intérieure, donc à gauche. La partie droite, c'est la partie extérieure. Tu l'auras bien compris. Donc, un élément qui est important, eh bien, c'est l'appui de fenêtre. Je t'en ai parlé dans la première diapo. Et en fait, l'appui de fenêtre, eh bien, c'est toute la pièce gris clair que tu vois à ce niveau-là. D'accord? Alors, cette appui de fenêtre se compose de plusieurs parties. Tu as la tablette ou la pente, c'est tout simplement un bout assez large de la petite fenêtre qui est en pente, qui permet évidemment l'écoulement de l'eau. Tu as le nez, tu as le larmier. À ce niveau-là, si je zoome un tout petit peu, eh bien tu vois, c'est en forme d'arrondi, on appelle ça la gorge. Et ensuite, la partie pour moi qui est la plus importante, eh bien, c'est le regingot. En fait, c'est ça qui te permet de mettre en contact directement ton dormant et donc ta fenêtre sur ton abus de fenêtre. Alors, par abus de langage, on appelle toute cette pièce, tu vois, l'abus de fenêtre, mais réellement, eh bien, c'est sur le regingot que ta fenêtre appuie. D'accord? Alors, le larmier, là, tu vois une demi-sphère ici, à quoi ça sert? Eh bien, tout simplement, quand il pleut, ça sert, tu vois, donc là, j'ai modélisé de la pluie. Quand il pleut, eh bien, tu vois, l'eau va s'écouler sur la tablette, elle va venir sur le nez, et normalement, donc, elle est censée, une partie va couler tout droit, d'accord? Mais tu auras aussi une partie, par tension superficielle et du fait de la porosité, eh bien, du béton, qui va revenir comme ça, d'accord?
Et si tu mets pas, eh bien, de cette petite forme, eh bien, tu vois, l'eau, elle va continuer à avancer et elle va venir jusqu'à l'interface entre ton, comment dirais-je, entre ton appui de fenêtre et ton enduit et donc ton mur, tu vois? Alors bien évidemment, à l'époque, ils n'avaient pas donc dans les années 60, ils n'avaient pas tout ce qui est mousse expansive, silicone ou compribande. Forcément, l'étanchéité, elle n'était assurée que par ça. Si on pouvait éviter, d'amener de l'eau, aux à des interfaces, eh bien, c'était encore mieux. Donc ce qu'ils ont mis en place et c'est pas du tout con, eh bien, ils ont mis, tu vois, cette petite, demi-sphère ici, cette petite lunule qui est extrudé sur sur la largeur de la petite fenêtre. Et en fait, le fait de faire ça, eh bien, ça va stopper la propagation de l'eau, parce que l'eau ne peut pas remonter contre la gravité. Au mieux, elle peut se déplacer dans un plan horizontal comme ça, mais elle pourra pas remonter. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à force de s'accumuler, eh bien, ça va commencer à goûter et ça va tout simplement descendre à ce niveau-là. Voilà donc pour la petite fenêtre, pour l'explication sur le larmier. Et à ce niveau-là, on a également le support, tu vois, à ce niveau-là, de la petite fenêtre. Alors c'est dans la vidéo, dans la deuxième vidéo sur la démol, je t'ai dit que ça, fallait absolument pas le casser puisque c'est ça qui te permet, que tu vas réutiliser, c'est ça qui te permet de tenir ton appui de fenêtre. T'imagines bien que si tu le casses, eh bien ton appui de fenêtre, il sera en équilibre de part et d'autre de ton mur en parpaing et c'est pas forcément ce que tu veux. Donc voilà pour cette partie-là. Et ensuite, je t'ai fait une vue de dessus de la petite fenêtre pour que tu vois à quoi ça correspond. Alors là, je t'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on voit que tu vois l'appui de fenêtre déborde un tout petit peu par rapport à mon dorme en bois, donc cette partie-là, enfin, et par rapport à mon mur. Et bien en fait, ce débordement, ça s'appelle les oreilles. Voilà. Et ton regingot, voilà la forme qu'il a. Donc nous, quand on est en coupe, on ne voit que bah, une partie ici, mais il faut savoir qu'il y a à ce niveau-là, ça revient contre ton mur en parpaing. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va passer à la vidéo suivante. Et finalement, on revient sur la coupe à prime que tu as vue tout à l'heure. Et finalement, la question qu'on pourrait se poser, vu que là, on est sur une pause en applique, eh bien, pourquoi finalement ils n'ont pas fait arriver, ils n'ont pas mis en contact directement le dormant bois au mur en parpaing? Alors, c'est une très bonne question. Et est-ce que c'est une solution possible? Alors, eh bien oui, c'est une solution qui est clairement possible et qui est viable et dans certains cas, alors moi ce n'était pas le cas, sur ma rénovation, mais dans certains cas, tu peux tout à fait te retrouver avec ton dormant bois ici qui vient toucher directement, ton mur en parpaing et auquel cas tu n'as plus besoin de venir, boucher le trou que tu as avec du ciment, heu, si jamais enfin dans le cas où, ton dormant est décalé par rapport à ton mur. Donc là, c'est une solution qui existe, qui est viable, mais je t'explique pourquoi moi, dans mon cas, ce n'est pas possible. En fait, ça, c'est conditionné par une chose, et en fait, c'est conditionné par le décalage de ton regingot par rapport à ton mur en parpaing. Là, tu comprends très vite que comme mon regingot, alors vu qu'en fait tes appuis de fenêtre, eh bien c'était des éléments qui étaient préfabriqués et amenés sur site, eh bien ton regingot, il était à l'endroit où il était, d'accord? Sachant qu'à l'époque, je ne suis pas certain que tu pouvais demander, les largeurs, enfin comme tu voulais. Après, j'en sais rien, hein. Je ne suis pas certain que tu pouvais demander à quel endroit situer le regingot. Je pense qu'ils faisaient ça en série et que tu t'adaptais. Et en fait, tu adaptais la pose de ton huisserie, en fonction de ce regingot. Tu comprends très vite, eh bien, que mon dormant bois, eh bien, n'appuiera que, sur, 2 points, au niveau du regingot, donc les points qui sont, donc les points, en partie latérale, donc à ce niveau-là et à ce niveau-là, avec la vue du dessus. Mais tu vois bien que sur toute cette largeur-là, eh bien ton dormant bois n'appuie plus sur rien du tout. Et là, on le voit très bien, il y a plus du tout d'appui, d'accord? Ni d'étanchéité. Donc c'est pas une solution, qui dans mon cas est viable. Alors tu vas me dire alors ce qu'il aurait fallu en fait, c'est d'avoir le regingot qui soit un peu plus avancé. Donc c'est-à-dire avoir un appui de fenêtre qui soit, finalement moins large, notamment sur l'appui enfin sur le regingot, ils auraient dû l'amener à ce niveau-là. Alors tu vas me dire: «Eh ben, dans ces cas-là, on n'a qu'à venir mettre du ciment, à ce niveau-là et l'étanchéité sera faite». Oui, OK, mais dans ces cas-là, tu perds tout l'intérêt, bah, de ton appui de fenêtre et du regingot et de la gorge qui est préfabriquée et en plus de ça, eh bien, ça veut dire que ton mur en briques rouges, tu vas devoir venir le redécaler pour l'aligner avec celui-là. Parce que là, j'ai décalé mon dormant, j'ai décalé mon mur en briques rouges en partie haute. Mais en partie basse, je l'ai laissé, pour te montrer, je l'ai laissé affleurer mon habit de fenêtre. Tu comprends bien que si ici je décide de venir faire l'étanchéité, eh bien, il va falloir avancer mon mur en briques rouges et sectionner toute cette partie-là qui dépassera.
Donc en fait, ça n'a strictement aucune utilité. La deuxième solution, tu vas me dire, eh bien tout simplement, ils ont qu'à mettre un dormant qui appuie sur le Rojingo, tac, tu vois, qui appuie sur le Rojingo sur toute sa largeur et qui vient en même temps toucher le mur en parpaing. Alors tu imagines bien que vu la largeur qu'on a là, ça ferait un dormant très massif. Tu comprends bien qu'à l'époque, les moyens de levage ne sont pas ce qu'ils sont aujourd'hui, et que monter ça au deuxième étage, ça aurait été compliqué. Donc la méthode la plus simple finalement, eh bien, c'est de rester dans le cas où tes cornières sont suffisamment longues, décale ton dormant de façon à ce qu'il vienne toucher ton rojingo, et finalement, bah, eh bien, ton étanchéité est assurée via, comme je te l'ai dit, via ton ciment et ton enduit. Donc voilà, maintenant tu comprends un peu à quoi sert finalement donc la petite fenêtre et le Rojingo. Comme je te dis, tu as plusieurs types de poses hein, en applique. Tu peux avoir ton dormant qui est décalé, tu peux avoir ton dormant qui touche ton mur en parpaing. Tout ça est conditionné par la position du Rojingo. Voilà. Donc maintenant on passe à une animation, donc une diapositive d'animation où en fait, tu vas voir, comment se passe le retrait des huîtres existantes. Alors moi, tu l'as vu dans la vidéo, la première chose que j'ai faite, eh bien, c'est alors là, je l'ai pas démodélisé, hein. Normalement, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as la partie en plâtre, donc à ce niveau-là, qui est devant ton mur en brique rouge et à l'interface dormant, plâtre, tu es censé avoir des champs plats. Là, par souci de lisibilité, eh bien, je ne les ai pas représentés. Donc, la première chose à faire, tu casses ton mur, en brique rouge. Ensuite, donc tu récupères ça, d'accord? Donc là, on est vue intérieure cette fois, hein. Tu récupères ça avec notamment à ce niveau-là, eh bien toutes les parties ciment donc de rigidité. La chose suivante, eh bien tout simplement tu enlèves tes ouvrants parce que tu n'en as plus besoin. Ensuite, tu viens par l'extérieur meuler comme je t'ai montré, meuler, mais aussi par l'intérieur. Enfin, tu te débrouilles pour enlever tout ce ciment pour avoir accès à tes cornières. Une fois que tu as accès à tes cornières, tu vas au pied de biche. Si tu n'arrives pas à enlever les fixations des cornières, eh bien, tout simplement, tu les meules en deux, tu les coupes en deux, d'accord? Donc, tu les enlèves. Ensuite, ton dormant bois, donc il n'est solidarisé que sur ton petite fenêtre avec un peu de ciment. Tu l'enlèves et ensuite tu arrives à ce qu'on appelle eh bien, le tableau. Et donc, ce qui m'amène à clôturer cette première partie de vidéo. Alors, bien évidemment, je referai une deuxième vidéo dans laquelle j'expliquerai donc tout ce qui est prise de mesure et code si jamais tu décides de passer via un fabricant de fenêtres en direct pour éviter qu'un professionnel se déplace et te prenne de l'argent pour prendre les mesures, eh bien, tu le feras toi-même puisque tu auras toutes les clés en main pour le faire et tu verras que finalement ce n'est pas si compliqué que ça. Et il y aura une autre vidéo dans laquelle, eh bien, il y aura, tout ce qui est timelapse et vidéo finalement, commentée pour le remplacement des nouvelles huisseries. Mais dans un premier temps, comme je te l'ai dit en intro, je préférais revenir sur cette partie-là qui pour moi est assez importante pour que tu puisses comprendre la suite. Donc voilà, on en a fini avec cette vidéo. Donc d'ici là, eh bien, comme d'habitude, hein, tu te portes bien. Tu n'hésites pas à, bah, à t'abonner, à commenter, à liker. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!